Et Aurélie Herbemont, votre invité ce soir dans ce studio, Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris. Bonsoir Olivia Grégoire. Bonsoir. La CFDT de Laurent Berger propose une conférence de financement du système des retraites. Est-ce que comme Bruno Le Maire, vous êtes très enthousiaste et vous dites banco, ou comme l'Élysée, vous dites on prend note avec intérêt, mais il faut voir dans le détail? Un peu des deux, mon général, si vous m'autorisez. Je suis assez naturellement et souvent d'accord, vous le savez, avec Bruno Le Maire, avec lequel j'ai la chance de travailler souvent, à la Commission des Finances notamment. D'abord, je vois une proposition, une main tendue. J'ai écouté hier Laurent Berger attentivement. Et moi, je salue déjà l'attitude, la posture en ce début d'année qui n'est pas dans le rejet, ni dans la sémantique belliqueuse, mais qui est plutôt dans la sortie de crise, et essayer de trouver une solution pour que les Parisiens, les Franciliens et l'ensemble des Français puissent continuer à retourner bosser, aller chercher leurs enfants et arrêter un petit peu de galérer. Donc je suis un peu comme Bruno Le Maire, plutôt optimiste, et je remercie en tout cas Laurent Berger d'ouvrir cette porte. La seule chose, et c'est pour ça que je comprends la vigilance de l'Élysée, la seule chose sur laquelle je pense qu'il faut être aussi clair, c'est que la responsabilité, en latin, ça veut dire répondre d'une chose. On a décidé, on a proposé aux Français une refondation du système de retraite, pas une réformette. Qui dit refondation, dit effectivement tout ce qu'on a mis au cœur du débat depuis maintenant un moment, c'est-à-dire le minimum de 1 000 €, c'est-à-dire le système universel, c'est-à-dire faciliter les retraites pour les carrières hachées, pour les femmes, et rendre le système plus juste. Tout ça, j'y suis extrêmement attentive, Ça mais coûte de l'argent. il faut le financer. Et pour être à la hauteur de la responsabilité que nous avons, il ne faut pas éluder le sujet du financement. Faire une réforme qui ne serait pas financée consisterait en réalité à reposer le problème à quelques mois après ou à quelques années près, et je ne pense pas que ce soit ce que souhaite l'exécutif. Parce que le sujet, on le voit bien, c'est que cette éventuelle conférence de financement, elle pourrait s'étaler sur des mois. Laurent Berger dit jusqu'à l'été, jusqu'en septembre, alors que la question du financement, l'exécutif veut qu'elle soit solutionnée, tranchée dès le projet de loi qui sera déposé fin janvier. Pour s'assurer du financement des nouvelles mesures. Ce que veut l'exécutif, effectivement, et en responsabilité, j'y adhère, c'est que nous fassions l'intégralité de cette refondation. Un système plus juste est un système qui est financé. En revanche, il y a une chose qu'on doit noter, et c'est en ça que la négociation est quand même quelque chose de passionnant, et les avis évoluent. Du côté du gouvernement, mais aussi du côté des syndicats réformistes comme la CFDT, début décembre, Laurent Berger, je crois, parlait de l'épaisseur du trait quand il parlait du sujet du financement. Ça n'était pas un sujet pour lui, effectivement. Bon, force est de constater qu'un mois après, le trait est assez épais, peut-être pour qu'on en fasse une conférence avec l'ensemble des syndicats. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de voir que les syndicats réformistes font un peu évoluer leur position sur le sujet. Ce que je trouverais intéressant sur cette conférence de financement, c'est qu'on laisse pas les choses trop dans le flou, qu'assez vite le gouvernement réponde à cette proposition. Je crois que les négociations reprennent demain. Donc il y a deux choses qui me sembleraient importantes. À minima, pour continuer à faire un peu de latin ce soir, qu'on sache quel serait l'ordre du jour de cette conférence de financement, pour pas partir dans une conférence sur le financement des retraites qui pourrait durer je ne sais combien de mois. Combien de temps pourrait-elle durer et quels seraient les sujets au cœur de la négociation sur le financement. Deuxièmement, à maxima, est-ce qu'on peut envisager peut-être de viser un atterrissage à la fin de cette conférence de financement? On sait qu'il va falloir entre 7 et 18 milliards. La fourchette est extrêmement large. 7-18 milliards, voilà, c'est fourchette, cuillère, couteau intégré. Là, on a 11 milliards de latitude. Je trouverais intéressant qu'on arrive à positionner peut-être un chiffre pour ce sujet de financement, et à avoir, à la fin et à fixer pour la conférence de financement un objectif qui serait comment on finance cette somme et cette masse. Donc oui, il y a une conférence de financement avec à minima un ordre du jour et un peu cadré, oui, ça me semble important. En revanche, et là c'est la vice-présidente de la Commission des Finances qui le dit, je pense que moi je me suis engagé en politique avec conscience et responsabilité. Et je pense que dépenser, c'est fondamental, et je n'ai aucun problème et je l'assume, pour rendre notre système plus juste. Vous voyez, moi, il y a quelque chose dont je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le MICO. C'est un joli nom, c'est le minimum. Le MICO, c'est le minimum contributif, sont les 1 000 € garantis de retraite pour chaque Français, pour les femmes, pour les carrières hachées, pour les agriculteurs, pour les indépendants. Vous voyez, aujourd'hui, on est à 85% du SMIC, on pourrait aller plus loin. Ça fait partie des choses qui pourraient être augmentées. C'est au cœur des négociations. Ça, c'est un immense progrès social. Ça se paye. Et donc, quand on est responsable et qu'on répond de ses actes, on doit aussi savoir comment on le finance. Donc, je ne souhaite pas que ce soit totalement décorrélé. Alors, ce qu'on voit aussi avec cette proposition de Laurent Berger, c'est que lui, ça pourrait lui permettre de dire
on fait une conférence de financement, mais du coup, vous enlevez l'âge pivot. Je rappelle pour nos auditeurs, l'âge pivot, c'est qu'on ne pourrait pas partir sans malus, sans décote avant 64 ans. Il faut l'enlever carrément du coup du projet qui sera présenté à la fin du mois, ce fameux âge pivot qui pose tant de problèmes aux réformistes. Il y a beaucoup de choses qui ont été posées sur la table, puisque c'est l'expression là depuis quelques jours. J'ai lu avec attention les propositions aussi de Richard Ferrand. Richard Ferrand, une décote qui serait temporaire. Qui pourrait être temporaire, ce que je trouve assez intéressante. Moi-même, j'avais proposé avant les congés de Noël, peut-être ce que j'avais appelé une sorte d'âge pivot modulable, qui est pas très loin de ce qui tourne aussi sur certains sujets concernant la pénibilité. On ne peut pas forcément oublier ce sujet-là. Donc je pense que, si vous voulez, l'âge pivot, et Laurent Pietraszewski, le nouveau secrétaire d'État aux retraites, l'a rappelé, s'il y a de meilleures idées qui sont posées sur la table et qui font dégager l'âge pivot, on y va et on est prêt à les entendre et à les considérer, à les analyser. Au moment où je vous parle, être responsable sur cette refondation du système des retraites suppose qu'on finance la refondation. Aujourd'hui, je n'ai pas de proposition alternative. Si demain, dans les négociations, il y en a d'autres, on les regardera. On cherche toujours la proposition magique. Mais il y a des propositions qui ne sont pas magiques, mais qui peuvent débloquer voler, la situation. Oui. Olivia Grégoire, vous êtes députée de Paris, soutien de Benjamin Griveaux dans sa campagne des municipales. Alors ce week-end, le vice-président de l'Assemblée, Hugues Rançon, En Marche, ancien candidat à l'investiture, a rallié le dissident Cédric Villani. C'est une mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux? Non, c'est pas une mauvaise nouvelle pour Benjamin Griveaux. Non. Alors déjà, je vais juste, parce que je suis sûr que ça se serait passé autrement, déjà vous préciser plusieurs choses. J'ai le plaisir d'être élu de la 12e circonscription, 15e arrondissement et 7e arrondissement, et donc j'ai le plaisir de partager une partie du 15e arrondissement avec le député Hugues Rançon. Depuis des mois, je suis sur le terrain. Je vous le garantis, je vous demande de me croire, on me parle de beaucoup de choses sur le terrain. On parle des retraites, voyez-vous. On parle des gilets jaunes. On parle de santé. On parle d'éducation. On me parle pas vraiment de la dissidence possible du Rançon. Deuxièmement, je pense donc qu'il apporte une réponse à une question qu'on ne me pose pas et qui ne se pose pas. Deuxièmement, une chose qui est quand même importante, c'est que on peut rester vice-président et soutenir un dissident, Olivia Grégoire? Ça va être ma réponse à cette nouvelle question. Je vous ai parlé de responsabilité au démarrage, je vais vous parler de cohérence maintenant, parce que moi c'est ce qui guide ma vie tout court. Je pense que quand on a été parmi les premiers investis, première personnalité politique investie, c'est-à-dire parmi les 10 premiers candidats investis en 2017. J'avais l'honneur d'être là parmi les dernières investies, donc je sais de quoi je parle. Quand on était premier investi, quand on a eu l'honneur d'être derrière le président de la République dans ces moments-là, quand on a demandé la confiance à ses collègues députés En Marche, pas plus tard que mi-octobre dernier, pour être réélu vice-président de l'Assemblée nationale au nom de la République En Marche, alors, quand on est cohérent, on soutient le candidat de la République En Marche qui s'appelle Benjamin Griveaux. Il est relativement difficile pour moi, je pense, de rester vice-président de l'Assemblée nationale sur les couleurs d'un mouvement qu'on ne soutient pas pour des élections aussi importantes que les municipales à Paris. Eh bien, on sent que la réconciliation n'est pas forcément pour tout de suite entre les camps Griveaux et Villani. Merci beaucoup Olivia Grégoire d'avoir été mon invitée. Merci à vous.